Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette voix au chapitre. Bonne année encore, on peut jusqu'à ce soir, donc je vous souhaite la meilleure, la plus heureuse possible. Celui que nous recevons donc ce soir est un médecin d'à peine 30 ans, 30 ans au mois de juin, c'est ça? Et c'est un médecin un peu particulier parce que ses patients sont morts depuis bien longtemps. C'est assez rare. Certains depuis un peu moins, parce que vous êtes aussi médecin légiste, on va en parler dans un instant. Donc la paléopathologie, vous venez de nous rappeler qu'elle consistait à la reconstitution du dossier médical des morts. Alors je vais revenir sur deux travaux extrêmement importants donc, du docteur Charlier. Fin 2004, début 2005, il a coordonné les travaux d'un groupe d'une vingtaine de chercheurs, de spécialistes qui ont examiné les restes des ossements d'Agnès Sorel, la favorite du roi de France Charles VII. Et le groupe a démontré qu'elle avait été victime d'une intoxication aiguë au mercure, sans que l'on puisse conclure au caractère criminel ou non de cette intoxication. On va y revenir. Et puis, depuis l'an dernier, il dirige l'équipe qui est chargée des analyses pratiquées sur les reliques de Jeanne d'Arc, ou du moins prétend-on que ce sont les siennes. Et les premiers résultats de vos études mettent d'ailleurs à mal cette hypothèse. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, on va revenir sur ces deux travaux importants, hein, sur Agnès Sorel et puis Jeanne d'Arc, le tout illustré par des diapositives que vous nous avez apportées. Et puis, toutes les techniques absolument fascinantes qui ont été utilisées pour apporter les preuves, notamment qu'il s'agissait bien des ossements d'Agnès Sorel. Alors vous racontez tout cela donc dans ce livre, Médecin des morts, au travers de 28 exemples. Je vous conseille vraiment la lecture de ce livre absolument passionnant qui se lit comme un polar médico-scientifique. Si vous aimez les séries télévisées style Les Experts, évidemment on est un peu loin, ça y fait penser évidemment, mais c'est beaucoup plus romancé dans ces séries télé. Et là, les techniques sont absolument fascinantes. Moi, j'ai adoré ce livre qui nous prend dès le départ. Je disais donc paléopathologiste, mais vous avez d'autres activités. Hein. J'aimerais bien que vous nous en fassiez le tour, parce qu'elles sont assez conséquentes. Vous êtes professeur aussi? Vous donnez des cours? Oui, enfin chargé de cours. Chargé de cours, pardon. Ouais. Bientôt, ça sera pour bientôt. En fait, la journée, je suis paléopathologiste uniquement pendant les après-midi, généralement le matin chez des autopsies, parce que je suis médecin légiste à l'hôpital universitaire Raymond Poincaré. Donc tous les matins, une autopsie. Dans le cadre d'enquête Dans le cadre d'enquête judiciaire, tout simplement, ouais, oui. D'accord. Donc c'est le procureur qui nous donne un cadavre. Et puis, en fait, on traite de la même façon ce cadavre frais, puisqu'il est à peu près contemporain de notre période, de la même façon. Ça ne fait que commencer. Hein, C'est parti pour 1h30 de cadavres à peu près. En fait, on traite exactement de la même façon les cadavres frais qu'on reçoit le matin que les cadavres beaucoup plus anciens, les squelettes ou les momies qui viennent des fouilles archéologiques et que l'on reçoit l'après-midi ou les week-ends, tout simplement. Comment se répartit votre temps entre la paléopathologie et la médecine légale? C'est vous qui vous l'aménagez comme vous le souhaitez? C'est sur mon temps de recherche, en fait. Étant hospitalo-universitaire, on a la moitié de notre temps de recherche et en fait, la paléopathologie nous permet de mettre au point des techniques qui sont ensuite utilisées en médecine légale. C'est-à-dire qu'au lieu de tester des méthodes sur les chiens, les chats, les cobayes ou autre chose, eh bien, on teste ces méthodes sur une maîtresse officielle d'un roi de France, sur une pucelle du XVe siècle et d'autres restes aussi intéressants. Alors, vous avez un père médecin, une mère pharmacienne qui étaient tous les deux férus de culture classique. Est-ce qu'il faut voir dans ces deux passions qui étaient celles de vos parents et leurs activités professionnelles l'origine de votre passion à vous aujourd'hui? Oui, certainement. Ouais. Cette fascination, en fait, elle date probablement de mes voyages lorsque j'étais enfant en Italie et en Grèce, notamment à Pompéi et Herculanum, où j'étais vraiment fasciné. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller déjà à Pompéi ou Herculanum. Vous avez des restes humains qui sont complètement pris dans des masses de plâtre et qui figurent, qui miment, qui moulent complètement non seulement le trait du visage, l'expression du visage, la force de la main. Je me souviens notamment d'une femme qui est à Herculanum, qui est assise sur son lit en bronze et qui a les mains encore posées sur son métier à tisser, en partie carbonisé et en partie en bois. Et cette femme qui est assise, qui était en train de tisser tout simplement, est morte tout d'un coup, emportée par un flot de lave du Vésuve. Voilà, ce sont ces gens-là que dès tout petit, j'ai absolument voulu faire parler. Donc c'est d'abord l'archéologie avant la médecine. La première passion, c'est l'archéologie. C'est l'archéologie et la médecine. En fait. Et la médecine. Et la médecine. Oui, oui. Ouais. Simplement, vous voyez, simplement donner un sexe et un âge, c'est déjà bien, mais c'est pas suffisant. Ça ne dit pas la souffrance des gens, ça ne dit pas leur vie quotidienne, ça ne dit pas leur activité, ça ne dit pas leur latéralité, gaucher, droitier. Voilà. C'est bien d'avoir un sexe et un âge, mais si on peut avoir en plus leur carnet de santé, si on peut avoir en plus leur livret de famille, c'est quand même 1000 fois mieux. C'est vrai que votre première découverte archéologique, c'est un crâne de taupe, c'est vrai?
Oui, c'est un crâne de taupe, oui, ouais. dans le jardin de mes parents. Ouais. Vous aviez quel âge, 6 ans, c'est ça? Oui, j'avais 6 ans ou 7 ans, oui. Et puis quelques années plus tard, 4 ans plus tard, je me suis mis au crâne humain. Ouais. Et je me souviens, premier crâne humain, premier coup de bêche, première larme, parce que c'est désespérant. Pas loin de chez vous, pas loin de chez vos parents? Non, oui, à quelques centaines de mètres de chez mes parents, un cimetière mérovingien. Alors, quand vous avez dit à vos parents, je veux être archéologue, comment ont-ils pris cette annonce? Ils vous ont laissé aller dans cette voie-là, ou vous ont dit fais d'abord médecin et puis on verra après? Oui, en fait, ils m'ont dit écoute, archéologie c'est très bien, essaie de voir si tu peux pas faire autre chose. Vous savez que les fils de médecins sont généralement des médecins, surtout quand ça se répète de génération en génération. Mais en fait, dès le départ, je ne voulais pas faire que de l'archéologie, je voulais faire de l'archéologie et de la médecine, justement pour mêler les deux disciplines. Donc ils m'ont tout à fait soutenu jusqu'à maintenant. Donc vous avez eu le bac à 16 ans et demi, ce qui est pas mal. Oui, oui, c'est bien. Mais je me suis rétamé l'année d'après en année de médecine. Donc j'ai échoué à ma première année de médecine. Donc, voilà. Donc vous suivez les cours à la fac de médecine et puis les cours d'histoire de l'art en parallèle, c'est ça? Exactement, oui, à l'Institut Michelet à Paris. Et puis des chantiers de fouilles archéologiques tous les étés. Je ne passais pas les étés en France, j'étais généralement en Italie ou en Grèce ou ailleurs pour fouiller. Et c'était le bonheur absolu. Alors, le paléopathologiste, moi j'ai appris l'existence de cette discipline en lisant votre livre. Vous êtes combien dans le monde aujourd'hui à pratiquer cette discipline? Vous avez une idée à peu près? On doit être 200 ou 300 dans le monde à peu près, dont une centaine à peu près en Europe, une cinquantaine en France, grosso modo. On n'est pas très nombreux, du moins on donne l'aspect de ne pas être très nombreux, mais en fait on est largement nombreux assez nombreux pour faire le travail qui nous incombe. Il y a pas mal de squelettes qui doivent être étudiés, mais on ne peut pas étudier non plus tous les squelettes. Il faut vraiment choisir notre matière d'étude. Cette discipline existe depuis à peu près une centaine d'années et elle a vraiment pris son essor depuis une trentaine d'années. Depuis une trentaine d'années, en fait, les paléopathologistes sont surtout des médecins, soit hospitaliers, soit des médecins de ville, qui font ça soit sur leur temps de recherche, soit sur leur temps de détente. Et on utilise au maximum nos compétences médicales ou scientifiques pour faire parler les morts. Que ce soit un radiologue, que ce soit un vétérinaire, que ce soit un pédiatre. Voilà, quelles que soient les disciplines, tous ces gens-là peuvent vraiment être bénéfiques pour notre discipline. 2 à 300 dans le monde, et en France, vous avez une idée à peu près? Une cinquantaine à peu près. Une cinquantaine. Mais comment vous êtes fait connaître finalement? C'est Agnès Sorel qui vous a médiatisé, ou déjà auparavant? Non, déjà auparavant, mais mon maître, le docteur Tillot, avait déjà réalisé pas mal d'études assez intéressantes. Et puis il y a d'autres paléopathologistes qui ne sont pas que paléopathologistes, qui sont aussi anthropologues, qui sont des papes largement, enfin qui sont encore des papes. Il y a Olivier Dutour, par exemple, à Marseille. Il y a Henri Dudet qui est à Bordeaux. Vous avez Éric Crubézy qui est à Toulouse. Vous avez Joël Blondiot qui est dans le Nord. Donc il y a énormément, j'en oublie, pardon pour ceux que j'oublie. Voilà, il y a énormément de paléopathologistes renommés, de talents, au contact desquels j'apprends énormément. Alors pourquoi, vous venez de citer un certain nombre de noms a priori très connus dans le milieu, mais pourquoi, alors que vous avez seulement 27 ans, on vous confie l'analyse des ossements d'une femme qui a plus de 580 ans, en l'occurrence Agnès Sorel? Comment ça arrive, ça? Parce qu'il y a des conseils généraux qui font confiance aux jeunes, et tant mieux. En fait, j'avais déjà travaillé, j'avais déjà publié certaines données de paléopathologie. Ils se sont dit, bon ben voilà, tant qu'à faire, on va lui donner cette possibilité d'étude. Puis voilà, je pense qu'il devait apprécier aussi que ce soit un médecin qui fasse cette étude. Mais enfin, n'importe quel autre, tous les noms que je vous ai cités auraient tout à fait pu se charger de ce travail. Ils l'auraient fait de la même façon, voire mieux. Alors, on va rentrer dans le cas d'Agnès Sorel et la manière dont vous avez travaillé. On va essayer de rappeler d'abord qui elle était, précisément. Donc, maîtresse de Charles VII, très grosse influence. Maîtresse officielle. Le terme officiel est important, parce que ça légitimait sa descendance. Et puis, elle était présente, comme le disait le pape contemporain de son existence, elle était présente en permanence aux côtés du roi, que ce soit au lit, que ce soit pendant les repas, que ce soit pendant le conseil. Elle était là du matin au soir. Alors on avait pas mal d'incertitudes sur Agnès Sorel. Elle est morte, on ne sait pas exactement à quel âge, puisqu'on ignorait avant notre étude sa date exacte de naissance, 1409, 1422, 1412. Enfin, il y avait plein de dates qui traînaient dans les manuels d'histoire en fonction des historiens. En revanche, ce qui était sûr, c'était son décès à la fin du mois de février 1450. Merci. 1450. Je suis. J'ai un souffleur, c'est génial. 1450. Elle est morte assez brutalement, en fait, d'un flux de ventre. Alors un flux de ventre, je vous avais dit que ça s'aggraverait, donc ça s'aggrave maintenant. Un flux de ventre, c'est une émission de matière par l'un des deux orifices inférieurs.
Donc ça peut correspondre à une diarrhée cataclysmique, une débâcle diarrhéique, ça peut correspondre à une infection gynécologique, une fausse couche, bref, plein de choses. C'est une mort qui était assez brutale, qui est intervenue très très rapidement, ce qui a fait couler beaucoup d'encre. À l'époque, les historiens, notamment Jean Chartier, ont soulevé l'hypothèse d'un empoisonnement. Jacques Coeur, d'ailleurs, a été jugé, l'un des grands amis, l'argentier du roi. Ouais. Voilà, le grand argentier, il a été jugé, c'était l'un des chefs d'accusation pour l'empoisonnement de la Dame de Beauté, Agnès Sorel. Donc c'était vraiment une mort assez suspecte. Et puis en plus, la tombe avait été énormément morcelée, fragmentée, pillée, mouvementée. Donc du coup, il y avait une grande incertitude sur l'authenticité des restes, ce qui faisait pas mal de buts scientifiques pour cette étude. Vous saviez qu'elle avait été enceinte de son 4e enfant? On le savait, enfin les livres d'histoire le mentionnaient, ça déjà? Oui, on savait, par Jean Chartier, toujours le même, qu'elle avait eu 4 enfants, son 4e enfant n'ayant que peu vécu. Il avait survécu quelques jours ou heures à sa mère, rien de plus. Juste avant qu'on poursuive, qu'est-ce que vous connaissiez d'Agnès Sorel avant de vous lancer dans cette étude, ce que vous aviez appris Beaucoup moins que ce que je viens de vous dire. Ouais. C'est-à-dire que je savais, pardon pour mes professeurs d'histoire, ce qu'ils m'avaient appris, ce qui était marqué dans les manuels scolaires du lycée ou du collège, c'est-à-dire très sincèrement pas grand-chose. Je me souviens du portrait d'Agnès Sorel qui était dans mon manuel scolaire, la Vierge de Melun, le magnifique portrait de Jean Fouquet. Pour le reste... Donc vous êtes plongé dans sa vie avant d'analyser l'urne, ou vous avez tout fait dans la continuité? Vous êtes plongé dans les livres d'histoire immédiatement? On s'est plongé dans les livres d'histoire. Et puis, je vous rappelle qu'un paléopathologiste ne travaille pas seul. Il travaille généralement avec des archéologues, des historiens, des anthropologues, des ethnologues. Enfin, voilà. C'est pas pour rien qu'on était 22 chercheurs. Il y a des scientifiques et aussi des scientifiques des sciences pures et des scientifiques des sciences humaines. Sans eux, on n'existerait pas, on ne pourrait rien comprendre. Tant mieux. Donc oui, on s'est penché dessus, mais il ne fallait pas non plus se laisser trop influencer par les connaissances. Donc on est vraiment sur une zone de pivot où il ne faut pas non plus connaître trop de choses dès le départ. Par contre, quand on a des résultats, une fois que les résultats sont vérifiés, là, vous lisez pour il faut vraiment lire, poser des questions, se renseigner, notamment en l'occurrence, je ne vais pas dévoiler les questions que vous allez me poser, j'imagine, mais il fallait vraiment se renseigner sur les pratiques thérapeutiques et médicales de l'époque. Alors, il faut expliquer, vous avez reçu les restes dans une urne, mais il faut expliquer quand même ce qui s'est passé à l'époque, c'est-à-dire le roi Charles VII fait ouvrir le corps en fait, de sa maîtresse. Pour quelle raison à l'époque? C'était une pratique courante? Oui, à l'époque se pratiquait en fait l'embaumement des corps, quelque chose qui est vraiment fascinant, très sincèrement. C'est-à-dire qu'à cette période-là, pour des raisons pratiques et uniquement pratiques, donc pas philosophiques ni religieuses comme à l'époque égyptienne par exemple, mais là pour des raisons pratiques, à l'époque médiévale, les corps en fait sont ouverts, généralement à l'endroit du décès, ils sont embaumés, c'est-à-dire qu'on retire le cœur, les entrailles. Ces restes sont déposés à l'endroit même, généralement, où a lieu l'embaumement, ce qu'on appelle une sépulture de cœur ou une sépulture d'entrailles. L'intérieur du corps est, pardon pour l'image, mais farci comme une dinde. Quand vous faites votre dinde à Noël, vous faites exactement la même chose. Et on y repensera. Et pour cause, parce que ce sont des techniques qui sont directement inspirées de la cuisine. C'est une vraie cuisine des corps. Donc l'image n'est pas très flatteuse, mais elle est vraiment réaliste. Et puis ensuite, comme votre dinde, vous la refermez, vous la recousez, et puis vous lui faites faire un long voyage. En l'occurrence, pour Agnès Sorel, elle est morte à Jumièges en Normandie, et elle a été en février, et elle a été enterrée près de 3 semaines plus tard à Loches, en Indre-et-Loire, ce qui fait à peu près 500 ou 600 km, réalisé en 3 semaines, et à chaque fois qu'on s'arrêtait dans une seigneurie importante, dans un château, dans un prieuré, dans une ville, le corps était montré, exhibé, et là il fallait quand même qu'il soit présentable, parce que la putréfaction, c'est pas un vain mot, ça fait son effet, même en février, même quand il fait froid, ça agit. Il vaut mieux que le corps soit à l'état solide quand il arrive, plutôt que liquide. C'est pour ça que les embaumements avaient lieu, c'est pour ça qu'on conservait les corps. C'est vraiment pour ce côté pratique. Et donc le corps a été embaumé et déposé dans cet état-là à Loches. Le seul problème, c'est que je continue dans l'histoire du corps. Le corps d'Agnès Sorel a été embaumé et déposé en plein milieu de la collégiale Notre-Dame à Loches. Donc en plein milieu du chœur, à peu près à l'endroit où on se trouve dans l'église, si on imagine que l'abside est dans notre dos. Autrement dit, ça gênait énormément l'office des chanoines de la collégiale Notre-Dame, maintenant collégiale Saint-Ours, et ceux-là n'ont eu de cesse de demander en fait aux différents rois, pas Charles VII, il ne faut pas exagérer, mais Louis XI en tout cas, de déplacer le tombeau. Louis XI a dit non, il n'est pas question, sauf si vous rendez tout l'argent qu'Agnès Sorel vous a donné. Alors, les chanoines ne sont pas bêtes, ils ont dit finalement elle ne nous dérange pas trop, et donc du coup...
Et donc, du coup, il a fallu attendre pas mal de rois, en fait, pour que le déplacement ait lieu. Ce déplacement, il a eu lieu en 1777. C'est Louis XVI qui a autorisé ce déplacement, qui était finalement un bon roi, un roi gentil, un roi tolérant. Et voilà. Et donc, les restes ont été mis, le tombeau a été ouvert, et les restes ont été mis dans un vulgaire saloir à cochon, neuf. Et pour la petite anecdote, l'Église a donné beaucoup plus d'argent aux ouvriers pour leur payer de l'alcool que pour acheter ce vulgaire saloir à cochon. Donc c'était vraiment pour montrer leur intérêt dans Agnès Sorel. Et c'est ce saloir à cochon que vous avez reçu, vous? C'est ce saloir à cochon que nous avons reçu. Donc on est fin septembre 2004, donc vous prenez possession de ce qui est un vulgaire pot en grès, en fait. Hein, et faites-nous revivre un peu ce moment où vous ouvrez l'urne. Vous êtes où? Vous êtes nombreux? Vous êtes Alors l'ouverture de l'urne, elle ne s'est pas faite à Lille, elle s'est faite à Loches. À l'époque, j'étais lillois, maintenant je suis redevenu parisien. L'ouverture s'est faite à Loches, en fait, parce qu'immédiatement sur place, on savait de toute façon que l'urne serait ouverte pendant le transport, soit par des curieux, soit par accident, ou je ne sais pas quoi. Et puis voilà, il y avait trop de risques, donc il fallait faire un prélèvement qui était un prélèvement obligatoire, qui était celui d'un fragment d'os, pour une recherche d'ADN, simplement pour vérifier le sexe de cet individu et éventuellement, si on avait l'ADN, le comparer aux descendants d'Agnès Sorel. Parce que si c'était masculin, c'était pas la peine de continuer plus loin. Exactement. S'il était masculin, on faisait l'économie pour le conseil général de cette étude. Toujours est-il qu'on a fait cette extraction d'ADN sur place. Et là, on a eu une étrange sensation qui n'était pas du tout une hallucination collective, mais quand on a ouvert l'urne funéraire, donc imaginez quand même un saloir qui fait 43 cm de haut, surmonté par une sorte d'assiette, une vulgaire assiette en terre cuite minable, cassée en deux, mais encore assez étanche. Quand on a soulevé en fait cette assiette, on a eu vraiment une sensation d'odeur, qui était un mélange de parfum, qui était un mélange d'épices, un mélange d'un petit peu ce qu'on sentirait si on faisait de la cuisine, si on faisait... la fameuse dinde. La fameuse dinde, ou plutôt un kebab, ou voilà. Ça sentait vraiment... voilà. Donc c'était l'embaumement qui expliquait ces odeurs. Voilà, cette odeur, en fait, d'abord, sur le moment même, on ne l'a pas comprise du tout. Voilà, ça sentait un tagine, je cherchais le terme. Ça sentait un tagine. En fait... Cette odeur, on n'a pas du tout comprise au moment même où on a ouvert. Par contre, un petit peu plus tard, quand on a mis en évidence les espèces végétales correspondant à l'embaumement d'Agnès Sorel, on a compris que c'était ça qu'on avait senti. C'est que vous avez pu retrouver chaque épice? Oui, on a retrouvé du poivre gris, maniguette d'Afrique de l'Ouest. On a retrouvé des fragments de rhizome, qui étaient en fait des fragments de gingembre. On a retrouvé aussi des fragments de fleurs et de feuilles de mûrier blanc, et puis de nombreux autres fragments végétaux. Donc tout ceci, c'était ce avec quoi elle avait été remplie. Je prends des termes diplomatiques. On peut voir, on va commencer à regarder quelques images de l'urne, notamment. Donc là, vous avez l'intérieur de l'urne funéraire, vu par le col, avec le crâne, qui en fait n'était pas un crâne, mais qui était plutôt une tête momifiée. Je vais vous donner les petites raisons scabreuses un petit peu après. Et puis vous avez aussi la mandibule tout en bas, qui est fragmentée en deux bouts. Et puis cette substance blanchâtre. Je vous ai dit qu'Agnès Sorel avait été embaumée, elle a été déposée dans un triple cercueil de chêne, de cèdre et de plomb, et en fait elle a quand même commencé à se décomposer, à se liquéfier. Ça a donné ce qu'on appelle le liquide de putréfaction, le jus de putréfaction, qui est quelque chose d'extrêmement acide. Par exemple, si vous laissez pourrir une souris chez vous, vous verrez qu'il y a une petite mare tout autour qui se forme. Cette petite mare, c'est du jus de putréfaction. Et c'est quelque chose d'extrêmement acide, qui en fait a attaqué le plomb de son cercueil, ça a formé un oxyde de plomb qui ensuite s'est redéposé sur le corps et a bloqué la putréfaction et a réalisé une momification. C'est pour ça que le crâne est assez bien conservé, vous allez voir sur les photos suivantes. Mais pourquoi y a-t-il le crâne dans l'urne, en fait, avec les restes? Alors, en fait, la récupération en 1777 s'est faite selon un ordre précis. Il a commencé au niveau des pieds, ensuite les jambes, ensuite, enfin bref, des pieds à la tête, dans un ordre vraiment précis. D'ailleurs, l'examen radiographique de l'urne, qui a précédé la fouille, nous a montré cette succession de 4 couches stratigraphiques correspondant en fait aux 4 pelletés des fossoyeurs lors de la réduction de la tombe, lors de l'exhumation de 1777. Et d'une façon théâtrale, le crâne a été posé au sommet de l'urne, de la même façon que le crâne était posé au sommet des urnes funéraires grecques ou romaines, dans les cas d'incinération ou de crémation. Alors on va continuer à regarder. Donc ici, vous avez la mandibule. Vous remarquez que toutes les dents ont été retirées après le décès, donc c'est ce qu'on appelle une édentation post-mortem. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, les gens se sont fait des souvenirs. Il y a des gens qui se sont fait des petits colliers ou des petits pendentifs avec les dents d'Agnès Sorel. Attendez, le pire arrive. Il y a des gens aussi qui ont récupéré les dents pour se faire leur propre prothèse dentaire.
Et là, la moitié de la salle se touche la bouche. C'est assez amusant. Non, ça c'est une pratique qui est extrêmement courante, même si elle vous choque, mais parce qu'évidemment maintenant ça ne se fait plus dans nos régions, mais ça se fait encore ailleurs. Depuis l'époque romaine, et c'est par exemple Juvénal se moque dans une de ses satires d'un de ses voisins dans l'amphithéâtre, et il lui dit « Tiens, c'est amusant », il parle à un adulte, « Tiens, c'est amusant, tu as une dent de plus que depuis hier ». Et la personne lui répond « Eh oui, j'en ai arraché une d'un de mes esclaves et j'ai remplacé une de mes dents qui était tombée ». C'était une pratique assez courante, soit on récupérait les dents des morts, soit on récupérait les dents chez les vivants, on choisissait la plus belle dent ou une des plus belles pour s'en faire sa prothèse dentaire. Vous citez d'ailleurs un extrait de Victor Hugo, je crois, à un moment. Oui, c'est Cosette, hein, c'est ça, non? C'est dans Fantine. C'est Fantine qui, pour se faire de l'argent, se fait arracher les dents, justement, pour les faire poser sur la bourgeoisie parisienne. Donc là, vous avez le crâne qui apparaît avec des fragments de plomb, de bois. L'étude botanique a montré l'existence de cèdre et de chêne. Là, vous avez une vue du scanner. Alors, vous savez, le scanner, la radiographie en général, on utilise beaucoup ça en paléopathologie. On passe souvent des momies au scanner, on passe aussi parfois des bijoux, des armes, voire des œuvres d'art. Le musée du Louvre a fait ça pour pas mal d'objets, le musée Guimet aussi. Qu'est-ce que ça vous apportait là, de la passer au scanner en fait? Là, d'abord, c'était la première fois qu'on passait une urne funéraire au scanner. Bon, vous allez me dire, c'est une première fois de plus, peu importe. L'avantage, c'est qu'on évitait de fouiller à l'aveugle. Vous savez, une fouille archéologique, c'est une destruction qui est programmée généralement, en tout cas une destruction au cours de laquelle on note le maximum d'informations. Mais c'est quand même une destruction. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais reconstruire ad integrum ce qu'on a détruit. Là, en l'occurrence, on voulait avoir une reconstitution en 3 dimensions de l'urne funéraire, donc on a un double numérique, et surtout, on voulait savoir ce qu'on allait trouver. Donc là, vous avez du matériel métallique. Alors quand j'ai appelé le conseil général d'Indre-et-Loire pour leur dire on a du matériel métallique, ils étaient fous de joie, ils ont dit chouette, on a les bijoux d'Agnès Sorel. Eh ben non, c'était les fragments du cercueil en plomb, nettement moins de prix, les fragments du cercueil de plomb d'Agnès Sorel. Et surtout, ça nous a permis de montrer ce que je vous ai décrit un petit peu avant, ces 4 couches stratigraphiques qui correspondaient en fait aux 4 pelletés des fossoyeurs en 1777. Donc je crois qu'il y a une vue, voilà, une autre vue. Vous avez la mandibule tout en haut, puis d'autres fragments de bois, et puis ce magma infâme de matière organique plus ou moins putréfiée qui nous restait à fouiller. Ici, vous avez le massif crânio-facial, donc la partie antérieure du crâne. Tout le reste avait commencé à se décomposer ou est tombé en poussière. Et ce que vous remarquez, ce que vous allez remarquer dans les photos suivantes, c'est qu'il ne s'agit pas en fait d'un crâne, mais d'une tête momifiée. La couleur brune claire que vous observez à la surface de ce crâne, ce n'est pas l'os, c'est de la peau. Ce sont des muscles, ce sont des poils. Alors, c'est une femme, donc ce sont des sourcils et des cils, rassurez-vous, des poils qui ont été conservés grâce à la momification et à l'embaumement. Et vous dites dans le livre, vous avez fait une analyse effectivement de la peau du visage et vous en avez conclu qu'elle n'était pas maquillée. Oui, on en a décrit. Du moins, il n'y avait plus de traces de maquillage visible. Ouais. En revanche, ce qui est certain, c'est l'extrêmement grande pâleur ou blancheur de son teint, de sa peau. Elle avait extrêmement peu de mélanine, donc le pigment qui donne la couleur noire de la peau. Elle en avait vraiment très peu. Là, vous avez une vue du visage, mais de profil, avec son petit front, son mignon petit front bombé, ses petites fossettes et son nez fripon. Et vous voyez surtout que le crâne, ce qui est beaucoup plus important que les critères subjectifs que je viens de vous donner, vous remarquez surtout que le crâne n'a pas été embaumé, le crâne n'a pas été ouvert. S'il avait été ouvert, juste au-dessus des orbites, vous auriez une trace de sciage, ce qui n'est pas le cas ici. Ce qui est assez original parce que de nombreux crânes sont sciés à l'époque médiévale, tout simplement pour qu'on retire le cerveau et qu'on le remplace à nouveau avec des aromates, des épices, etc. Ça n'a pas été le cas ici. Voici l'une des rares dents qui a été retrouvée. Elle n'était pas en place, elle était tombée dans les interstices. Et on comprend pourquoi, elle est cassée. Vous avez une fracture de l'émail qui correspond tout simplement aux différentes exhumations d'Agnès Sorel et aux différents moments où, avec des forces ou avec des tenailles, les logeois ont essayé d'extirper les dents de la mandibule ou du maxillaire supérieur d'Agnès Sorel. Évidemment, ainsi cassée, elle était impropre à toute utilisation. On va parler un moment des dents, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur ce sujet. Je ne sais pas s'il y a d'autres images après des dents. On va reparler des dents et de leur attitude. Donc là, vous avez un gros plan sur les grands yeux d'Agnès Sorel. Ouais. Remarquez d'ailleurs une petite chose. Agnès Sorel était une femme intelligente. Ça ne se voit pas sur cette image, mais on l'a vu en fait au microscope, parce qu'elle avait 2 grands yeux qui lui barraient le visage, mais des yeux qui étaient vraiment démesurément grands. Anthropologiquement, elle avait des yeux trop gros par rapport à son visage. Elle s'épilait le front
elle s'épilait les cheveux du front et également les sourcils, probablement pour augmenter la taille de son front par rapport à ses yeux, tout simplement pour harmoniser son visage. Bon, certes, il y a une épilation aussi qui est esthétique ou qui est ethnique par imitation de la mode florentine. C'est d'ailleurs elle qui a importé cette mode de l'épilation en France par imitation de la mode florentine. Ça, ce sont les historiens qui nous le disent. C'est évidemment pas la paléopathologie. En revanche, nous, paléopathologistes, on dit qu'il y avait une autre justification anthropologique, cette fois-ci, anatomique, à cette épilation, c'était l'équilibre ou l'équilibrage de son visage. Son visage était beaucoup plus harmonieux une fois le front épilé. Ici, vous avez les sourcils d'Agnès Sorel, qui sont emprisonnés dans la gangue blanchâtre d'oxyde de plomb. Et vous voyez, tout ce que vous voyez en marron, ce n'est pas de l'os, ce sont des restes de peau, de téguments. Alors, pardon, je me lève pour ceux uniquement de la grande salle, parce que ceux des deux petites salles ne le verront pas. Mais bon, juste sous les sourcils, vous avez ici ce petit triangle gris, et ici vous avez dans le prolongement un petit triangle brun clair qui correspond, voilà, c'est exactement ce que vous montrez avec la flèche. Ceci, c'est l'os, donc vous voyez, qui apparaît. Tout le reste est complètement surmonté par de la peau. Et c'est l'étude au microscope de cette peau qui a permis de montrer la blancheur, qui a permis de montrer aussi les soins esthétiques. Voilà notre grand malheur. Quand on a commencé à exhumer les restes d'Agnès Sorel, on a retrouvé des cheveux qui étaient bruns. Or, Agnès Sorel, c'est Agnès la blonde. On était un petit peu décontenancés, mais bon, on est objectif et scientifique, et on s'est dit, après tout, pourquoi pas? On a examiné en fait ses cheveux au microscope, je crois que c'est l'image d'après, et voilà, au microscope, la blondeur, je dis bien la blondeur naturelle de ses cheveux est apparue, surmontée par une couche, une gangue noirâtre, qui correspond à trois choses différentes. D'une part, l'oxyde de plomb. D'autre part, le jus de putréfaction, le liquide de décomposition, si vous préférez, c'est moins morbide. Et puis, une troisième chose, ce sont d'impressionnantes quantités de colonies de champignons qui étaient présentes à la surface. Tout ceci réalisait en fait une teinture post-mortem qui a teint ses cheveux blonds en brun. Nous avons également examiné au microscope optique le tartre dentaire, c'est-à-dire ce qui est à la surface de toutes vos dents. Vous tous ici dans ces différentes salles, vous avez une plaque dentaire, une chose visqueuse qui est à la surface de vos dents. Et si ce soir, après cette conférence, vous rentrez chez vous, vous vous couchez sans vous laver les dents, ça va se calcifier au fur et à mesure du temps. Et bonheur pour nous, paléopathologistes de futur, quand on examinera vos dents sur vos squelettes, eh bien, on mettra en évidence les restes de vos derniers repas, les restes aussi des fleurs et des pollens des fleurs qui sont chez vous, qui sont ici dans cette abbaye. Voilà, tout ceci. Donc c'est-à-dire que vous avez pu déduire quelle était son alimentation il y a 600 ans? On a pu décrire 555 ans après, en effet, son alimentation en mettant en évidence des fragments de fibres végétales, cerfeuilles et autres, et des fragments aussi de fibres carnées. Donc toute son alimentation nous a été connue grâce à l'étude du tartre dentaire. On va rester un moment sur les dents, effectivement, parce que c'est quand même l'examen de ces dents qui va vous permettre quasiment de connaître l'âge exact au moment du décès, c'est ça? Oui, en effet, on a testé, alors on avait déjà approximé l'âge au décès d'Agnès Sorel avec des méthodes anthropologiques, avec la fermeture des sutures, avec l'usure des dents, etc. On a testé en fait, d'ailleurs pas mais le docteur Joël Blondiot, qui travaille à Wallincourt dans le nord de la France, a testé une nouvelle méthode d'étude des dents. Donc vos dents, toujours les mêmes, sont formées de trois composants. Vous avez l'émail, vous avez le sément et la dentine. L'émail, c'est ce que vous voyez dans votre bouche. La dentine, c'est ce qui est juste en dessous. Et ce qui surmonte la dentine au niveau des racines, c'est le sément. Le sément croît selon un rythme annuel, probablement pour des raisons hormonales, et il se dépose avec une strie annuelle, exactement comme les anneaux des arbres. Alors, ça paraît un petit peu trop beau pour être vrai. D'ailleurs, c'est en cours de validation en anthropologie. On est en train de voir si vraiment ça marche sur de grandes séries de squelettes. En l'occurrence, pour Agnès Sorel, ça a plutôt bien marché, puisqu'il suffit en fait de compter le nombre de stries de sément, de rajouter l'âge moyen d'apparition de la dent, d'éruption de la dent, et on approxime, grosso modo, l'âge au décès de l'individu. En l'occurrence, pour Agnès Sorel, ça nous a donné un âge au décès aux alentours de 27 ans, ce qui nous a permis de savoir que son âge de naissance, l'âge de naissance c'est 0 ans, son année de naissance était aux alentours de 1422. Ouais. Ça nous a aussi permis, pardon de vous couper. Oui, le nombre de grossesses, je voulais vous demander. Exactement. Ça, c'est incroyable. Ouais. Exactement. Ouais. Probablement, toujours pour les mêmes raisons hormonales, la croissance du sément est réglée par ces hormones et son épaisseur varie
évidemment chez la femme et chez la femme seulement, en fonction des grossesses. Et donc on a des bandes qui sont beaucoup plus larges, c'est le docteur Blondiot qui a décrit ceci, suite aux travaux de Mme Wittwer-Backhoffen, voilà, j'ai cité les publications. L'épaisseur de ces bandes donne tout simplement le nombre de grossesses. Quand on a une bande large, c'est une grossesse. Quand on en a 3, il y a 3 grossesses. Et de la même façon, on peut faire une règle de 3, puisqu'on a la succession des bandes les unes après les autres, et on peut savoir à quelle année, à quel âge sont survenues ces grossesses. Et la quatrième grossesse qui n'est pas arrivée à terme, enfin, alors la quatrième grossesse, elle apparaît sur les dents? Non, celle-ci n'apparaît pas parce qu'en fait, on n'a pas la dernière année comme référence. C'est toujours quelque chose qui est pris en comparaison avec les autres bandes. La dernière bande, on ne peut pas la connaître. Par contre, on sait qu'elle a eu un 4e et dernier enfant, puisqu'on a retrouvé les restes de ce 4e et dernier enfant dans l'urne funéraire. On a retrouvé 2 vertèbres et un fragment d'occipital, donc la partie postérieure du crâne, d'un fœtus de 7 mois. Et là, on comprend beaucoup mieux l'histoire. On sait qu'elle a accouché de cet enfant, mais 7 mois en 1450, c'est un grand prématuré. Ça n'est pas du tout compatible avec la vie, ce qui explique que l'enfant n'est que très peu survécu à sa mère. Alors en revanche, bon, on va reparler un petit peu de l'enfant après. Il fallait évidemment un très important faisceau d'arguments pour que vous puissiez prouver que c'était Agnès Sorel. Quels étaient les principaux? Quels sont les critères que vous étiez fixés? Pour Agnès Sorel, il nous fallait évidemment d'abord le sexe féminin. Donc ça, on n'a pas pu le vérifier avec l'ADN parce qu'il y avait le plomb du cercueil qui s'était déposé sur les restes osseux en général, notamment sur l'ADN, ce qui nous a empêché complètement l'extraction et l'amplification de celui-ci. Donc exit l'ADN. Comme quoi, on peut très bien se débrouiller sans ADN. On a pu anthropologiquement montrer que c'était un crâne qui était féminin. On a pu montrer aussi, avec des arguments archéologiques, qu'il y avait eu cette récupération dans l'ordre décrit par le procès-verbal d'exhumation en 1777. La poterie en grès correspondait à celle décrite aussi dans le procès-verbal. On avait les restes du triple cercueil de chêne, de cèdre et de plomb, tel que décrit cette fois-ci lors de l'inhumation d'Agnès Sorel et aussi lors de l'exhumation en 1777. On avait une datation au carbone 14 qui nous donnait une date centrale de 1450, plus ou moins 20 années. C'était parfait. On avait un âge au décès qui était celui d'Agnès Sorel dans la fourchette laissée par l'imprécision des historiens. Voilà, on avait plein de choses, on avait tout. Et après, pour connaître le visage, enfin en tout cas pour reconstituer le visage, on va peut-être voir la suite des diapos, parce que ça c'est intéressant en fait, vous allez travailler après sur les portraits que l'on connaît d'Agnès Sorel pour essayer de vérifier. On va essayer d'avancer. Ça c'était la cerise sur les gâteaux. Oui, il y a quelques images. Alors donc, oui, on va peut-être commencer par là, parce que vous avez trouvé effectivement des œufs d'ascaris. Qu'est-ce que c'est l'ascaris? L'ascaris, c'est un petit ver blanchâtre qui mesure de 2 à 25 cm, dont à peu près 10% de cette salle est porteur, c'est statistique. Et donc l'ascaris vit en général, passe tout seul, mais en communauté d'à peu près 100 de vers par tube digestif. Donc voilà. On en a retrouvé... Non, attendez, pardon, celle d'avant. Merci. Le professeur Françoise Bouchet, en fait, on a mis en évidence dans le liquide de décomposition d'Agnès Sorel. Ce qui signifie que Agnès Sorel était atteinte d'une ascaridiose, donc d'une parasitose intestinale, et manifestement elle le savait parce qu'elle était traitée en conséquence, comme on a pu le montrer dans le reste de l'étude. Vous allez voir pourquoi. Ici, vous avez une vue au microscope électronique à balayage des cheveux d'Agnès Sorel, du cuir chevelu, et sur l'image d'après, vous allez voir le degré de précision qu'on atteint. Voilà, ici, vous avez une vue du revêtement cutané, donc de la peau d'Agnès Sorel au niveau du visage. Les tout petits traits un petit peu serpentins, noirâtres que vous voyez, particulièrement dans la moitié droite de l'image, correspondent en fait aux limites intercellulaires. C'est-à-dire que ça délimite à chaque fois une cellule cutanée, une cellule de l'épiderme. Et la grande barre dans l'image que vous voyez qui est oblique en bas et à droite, qui se dirige donc dans l'angle en bas à droite de cette image, ceci c'est une cicatrice, tout simplement. Une cicatrice qui est microscopique, cicatrice sur le visage d'Agnès Sorel. D'ailleurs, dans la série des anecdotes, parce que cette cicatrice n'était probablement à peine visible sur son visage, en revanche, ce qui était visible, c'était la déviation de sa cloison nasale vers la droite, ce qui, à mon avis, devait donner des ronflements assez sonores pendant sa nuit. Pauvre Charles VII. Ça la rend très séduisante pour l'instant. Hein. Vous allez voir, elle va récupérer un petit peu de glamour après. Donc là, vous avez une surface du cheveu avec une conservation de l'anatomie du cheveu qui est vraiment impeccable. Mais vous remarquez à la surface cette gangue de saleté, ces petits débris qui faussent complètement la couleur naturelle de ces cheveux.
ici, c'est exactement ce dont on vient de parler. Vous avez le comptage des anneaux, des bandes de séments dentaires. Chaque petit point, en fait, correspond à une bande de séments. Et là, vous voyez, on a, on va dire, une quinzaine de points, donc une quinzaine d'anneaux de séments, auxquels on rajoute l'âge moyen d'apparition de la dent, qui est probablement de 10 années ou de 12 années, ce qui nous donne l'âge moyen de décès de cet individu. Quelque chose qui se fait au microscope. Là, on la reconnaît bien, oui. Et là, vous avez... Donc là, vous avez quelque chose qui est horrible. Pour parler simplement, c'est quelque chose d'horrible. C'est une caricature, c'est la caricature la plus ressemblante du visage d'Agnès Sorel. Ce portrait, qui est un portrait robot, a été réalisé par Jean-Noël Vignal, qui est anthropologue et qui travaille pour la gendarmerie nationale. Ce monsieur, qui est un scientifique de renom, a travaillé en fait à partir des photos du crâne et des mensurations du crâne d'Agnès Sorel. Il a réalisé ce portrait robot tout simplement en superposant les épaisseurs moyennes de graisse, car on a tous de la graisse au niveau du visage, de peau, de muscles, etc. Il a calé aussi les sourcils en fonction des données que nous lui avons données à partir de l'examen anthropologique du visage, la couleur des yeux et la couleur décrite par les contemporains, etc. Ça vous paraît moche, et ça l'est, parce que vous n'avez pas le référentiel des cheveux, parce que c'est un visage qui est sans expression, c'est un visage comme serait celui d'un mort, si tant est que les yeux, par contre, là, sont animés d'une petite vie. C'est normal que ça vous semble moche. Vous allez voir ensuite, quand on le superpose, car c'est bien ça la méthodologie, quand on le superpose au portrait connu d'Agnès Sorel, connu et authentifié de son vivant, c'est-à-dire des portraits dont on a dit du vivant d'Agnès Sorel, tiens, ils sont particulièrement ressemblants, là, vous allez voir que ce portrait s'anime. Ça vous a fait quel effet, là, quand vous avez vu déjà cette photo de ce portrait robot ? Moi, je suis habitué, en fait, en médecine légale, à voir des portraits, c'est méchant pour Jean-Noël Vignal, mais d'une telle mocheté ou d'une telle caricature, c'est normal. Mais là, c'est grâce à vos travaux que vous arriviez à avoir ce visage d'un personnage historique. Hein, c'est quand même très différent. Voilà, c'est le visage réel d'un individu historique. C'est assez intéressant. Donc là, vous avez le seul portrait authentique d'Agnès Sorel. C'est le gisant de Loches, qui a été réalisé non pas d'après nature, elle n'était plus vivante, mais d'après son cadavre. Donc dans les jours qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi son décès, lorsque le cadavre embaumé est arrivé à Loches. Vous connaissez beaucoup plus, à mon avis, le portrait de la Vierge de Melun, qui figure en fait la Vierge sous les traits d'Agnès Sorel. Ce portrait qui est conservé maintenant au musée d'Anvers ornait à l'origine la tombe d'Étienne Chevalier, un des proches d'Agnès Sorel, un de ses 3 exécuteurs testamentaires, dans sa chapelle funéraire à Melun. Le seul problème, c'est que c'est un portrait qui est largement posthume, largement parce que réalisé 5 ans après le décès d'Agnès Sorel. Celui-ci a été réalisé beaucoup plus précocement et surtout d'après nature et non pas d'après le souvenir. Donc on pouvait vraiment s'en servir comme d'une carte d'identité pour vérifier l'authenticité, si besoin était, des restes d'Agnès Sorel. Et vous allez voir sur ce gisant, quand on superpose le crâne, l'image d'après. Voilà, quand on superpose le crâne, vous avez une correspondance parfaite entre les reliefs osseux et ce visage d'Agnès Sorel. Alors maintenant, je pense qu'on va mettre les restes organiques à la surface. Voilà, donc on rajoute les sourcils, on rajoute les cheveux, on rajoute la peau. Et maintenant, quand on rajoute la reconstitution du visage, à partir de ce... Voilà, vous avez une correspondance parfaite, à nouveau, entre la reconstitution du visage. Et j'espère que ça vous paraît moins moche. Bon, c'est pas un oui franc et massif, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Ce qu'il faut noter sur... Alors, pardon, l'image précédente, excusez-moi, je suis un peu lent. Ce qu'il faut noter sur cette image, c'est la correspondance parfaite des reliefs osseux et aussi des reliefs organiques. L'ouverture des yeux, l'insertion du nez, l'écartement entre la pointe du nez et les lèvres, la pointe du menton, l'insertion des oreilles, vous voyez, tout correspond. Et ça n'est pas le fruit du hasard. Si je prends, on va dire, 30 personnes choisies au hasard dans chacune de ces 3 salles, il n'y aura pas de correspondance. Statistiquement, nous, on fait ça vraiment souvent en médecine légale, statistiquement, ça ne marche que sur l'individu réel. Il y a une chance sur 1 million pour que ça marche sur un autre individu. Alors une fois que vous avez eu l'assurance qu'il s'agissait bien d'Agnès Sorel, fallait-il encore connaître les circonstances de sa mort ? Alors là, on va revenir à ce que vous nous disiez tout à l'heure sur ces fameux vers intestinaux qui vont beaucoup vous aider en fait pour comprendre comment elle a pu décéder. Et là, ce sont les poils qui vont parler. En effet, les poils, notamment les poils pubiens, les poils axillaires et aussi les cheveux, tout ceci a été étudié par 3 groupes de recherche.
Joël Poupon à l'hôpital Lariboisière, le synchrotron de Grenoble avec Marine Cotte, et puis le centre de recherche du Musée de France avec Vincent Mazel et Pascal Richardin. Un synchrotron, vous avez dit, c'est ça? Oui, synchrotron. Des accélérateurs de particules, c'est quoi, oui, en fait? Exactement. Ouais. Exactement. Des gros engins, oui, effectivement. D'énormes engins qui font 1 kilomètre de diamètre à peu près. Et là-dedans, vous mettez un cheveu que vous avez coupé en 6000 à peu près. Donc on travaille vraiment au niveau atomique dans une chose qui est énorme, qui fait plus d'1 kilomètre de diamètre. Donc c'est vraiment la microscopie au maximum. Et là, on s'est rendu compte, en fait, de deux choses. D'abord, en surface de tous les poils, de tous les cheveux et de tous les fanères, il y avait en fait du plomb qui provenait tout simplement du liquide de décomposition. Je vous ai dit, ce liquide a interagi avec le plomb du cercueil, c'était quelque chose de tout à fait logique. Et c'était uniquement en surface. Et sur toute la longueur des poils et des cheveux, donc quelque chose d'homogène. En revanche, au niveau de la racine des poils et des cheveux, et uniquement au niveau de la racine, et uniquement au centre de ces organes, poils et cheveux, on a mis en évidence, ou ils ont mis plutôt en évidence, du mercure. Alors, du mercure dans une quantité vraiment astronomique, vraiment importante. Alors pourquoi du mercure? Plusieurs possibilités. Le mercure est un poison magnifiquement efficace. On en a eu l'exemple assez récemment dans notre institut médico-légal. Ça marche très bien. Voilà. Si vous voulez tuer quelqu'un, le mercure, vous lui faites boire un thermomètre et c'est parfait. Il y a aussi d'autres utilisations qui sont beaucoup plus pacifiques du mercure. Je le dis, le mercure en thermomètre, parce que maintenant c'est retiré du marché, donc il y a moins de risques. Il y a des utilisations beaucoup plus pacifiques du mercure, c'est en thérapeutique, notamment dans la pharmacopée médiévale, et même d'ailleurs depuis l'époque romaine, on utilise le mercure comme ténifuge, c'est-à-dire comme traitement contre les ténias et de façon générale contre les vers intestinaux. Et on y revient. Il provoque une purge intestinale, en fait, il provoque une diarrhée phénoménale qui évidemment élimine les vers. Donc là, on comprenait beaucoup plus de choses. D'une part, on comprenait la diarrhée, le flux de ventre, entre guillemets, d'Agnès Sorel, tel que décrit par Jean Chartier, avec cette purge liée au mercure. Pardon. D'autre part, on comprenait aussi une autre chose, c'était les derniers mots d'Agnès Sorel, où elle dit je ne suis que hors des fétilités de notre tout n'est que hors des fragilités, pardon, tout n'est que hors des fétilités de notre fragilité, pardon. C'est du vieux français, il faut que je m'adapte. Elle parlait vraiment d'une fétidité, elle se sentait vraiment pourrir de l'intérieur. Et ça pour deux raisons. La première, c'est le fait d'avoir des vers. Avoir des vers intestinaux à cette période-là, époque médiévale, 1450, particulièrement chez une femme qui n'est pas la femme officielle mais qui est une maîtresse, ça correspond dans l'imaginaire médical qui tient encore beaucoup de la sorcellerie, pardon, d'avance, ça correspond à la décomposition, à la putréfaction du sperme à l'intérieur du ventre des femmes de mauvaise vie. Ce ne sont pas des vers, ils ne sont pas considérés comme des vers, mais comme des petits dragons qui donnent un feu intérieur parce qu'ils crachent du feu à l'intérieur des entrailles. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à la limite entre la sorcellerie et la médecine. Ouais. L'autre chose aussi que ça nous expliquait, c'était cette fétidité qui était liée en fait à l'odeur nauséabonde de l'haleine des gens qui ingurgitent du mercure. Surtout qu'Agnès Sorel a ingurgité une quantité vraiment pas banale et absolument pas thérapeutique de mercure. Elle a ingurgité quelque chose qui correspond à 10 000 ou 100 000 fois la dose thérapeutique. Donc c'est une dose qui est mortelle d'emblée, c'est une intoxication qui est aiguë et qui a emporté Agnès Sorel en 48 ou 72 heures. Donc voilà, c'est vraiment la cause du décès. La cause de son décès. Après, maintenant, de savoir si elle est empoisonnée, si elle l'a absorbée elle-même, qu'elle s'est suicidée, on n'en sait rien. Ça, vous ne pouvez évidemment pas le prouver. Non. Vous avez un suspect quand même? J'adore la façon avec laquelle votre question est posée. Oui, on ne peut rien dire, néanmoins, on dit quand même quelque chose. Oui, il y a un suspect qui est un suspect idéal. Non, même si ce n'est pas très confraternel d'accuser un de ses collègues, même 555 ans plus tard. Je vais avoir des problèmes avec le Conseil de l'Ordre, mais tant pis. Oui, il s'appelle Robert Poitevin. Le docteur Poitevin était en fait le médecin de la cour, le médecin du roi et de la reine, et aussi l'un des confidents, l'un des médecins d'Agnès Sorel, et aussi, problème, l'un de ses 3 exécuteurs testamentaires. Donc il est vraiment dans un rôle pivot. Nous, médecins, normalement, on n'a pas le droit d'être l'exécuteur testamentaire de nos médecins, de nos patients. Justement pour cette raison-là, c'est qu'on peut forcer un petit peu la dose, on peut donner un petit peu trop de cordarone ou un petit peu trop de doliprane, et du coup on tue nos patients et on récupère leur héritage. C'est peut-être ce qui s'est passé à cette période-là, je ne sais pas. Justement, c'est là que s'arrêtent nos compétences. C'est une hypothèse qui est livrée aux historiens, et nous verrons bien ce que donne le dépouillement des archives.
voilà, pour ce cas d'Agnès Sorel, je crois qu'on a vu toutes les vues hein, qui étaient prévues. On va parler dans un instant de Jeanne d'Arc. Vous voulez peut-être vous désaltérer un peu parce que vous parlez. Je veux bien un petit verre d'eau. Oui, allez-y. J'ai pas de mercure, hein, je suis désolé. On a compris en tout cas dans tout ce que vous venez de nous dire que le partage des connaissances de plusieurs disciplines est vraiment indispensable. Hein. Vous étiez 18, 22, c'est ça, sur Agnès Sorel ? 22. Chacun travaille finalement dans son coin, sans influencer les autres, et puis vous recoupez ensuite. Comment vous travaillez en fait, les 18 ou les 22 ensemble ? On travaille exactement comme en médecine légale, c'est-à-dire chacun de ce côté, sans donner les résultats à l'autre. Enfin, pardon pour l'image, mais c'est un petit peu comme Hercule Poirot. Avec les différents intervenants, chacun travaille de son côté, et puis à la fin, on fait une réunion commune, chacun expose ses résultats, et à la fin, généralement, on trouve la solution. D'accord. Alors, on va parler maintenant de Jeanne d'Arc. Avec des guillemets. Oui, avec des guillemets, bien sûr. Guillemets. Vous travaillez depuis quand sur ces restes présumés de Jeanne d'Arc ? Depuis combien de temps on vous a demandé de travailler dessus ? Alors, sur les restes de moins en moins présumés de Jeanne d'Arc, on travaille en fait depuis, je crois qu'on les a récupérés à la Saint-Valentin 2006, donc le 14 février 2006. D'accord, presque un an. Alors, d'abord, vous commencez le chapitre sur Jeanne d'Arc en relatant un certain nombre de faits historiques, de récits de témoins qui ont assisté à sa crémation. Qui rendent déjà assez improbable la possibilité qu'il puisse déjà y avoir des restes de Jeanne d'Arc. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler ? Parce que les Anglais voulaient vraiment se débarrasser totalement d'elle, y compris lorsqu'elle était brûlée. Oui, dès le début, on s'est mis d'accord de toute façon avec les historiens, c'est que cette étude-là n'allait de toute façon pas nous apprendre quoi que ce soit sur l'histoire de Jeanne d'Arc. On sait déjà tout, ou quasiment tout, sur Jeanne d'Arc, en tout cas sur son décès, qui est la mort la plus documentée, la mieux documentée de tout le XVe siècle. Il y a énormément de témoins de son décès, vous avez des actes, un procès-verbal de déclaration, enfin comment est-ce qu'on appelle ça, enfin de juridiction liée à son décès. Ensuite, vous avez un procès de réhabilitation, voilà, procès de condamnation, un procès de réhabilitation, pardon. Donc c'est vraiment une mort qui est extrêmement bien documentée. Et on sait notamment que les Anglais voulaient absolument faire disparaître complètement le corps. C'est l'anti-embaumement par définition. C'est-à-dire qu'ils ont brûlé une première fois le corps et ils ont essayé de brûler le corps. Jeanne d'Arc est morte. Si jamais je dis Agnès Sorel, vous changez. On change tout ça. Vous permutez. Parce que je confonds les patients les uns les autres. Donc, Jeanne d'Arc est d'abord morte sur son bûcher, brûlée en fait, et plutôt intoxiquée par les gaz de combustion. Là, donc elle est morte, sa robe a été retirée, elle a été montrée nue dans le bûcher pour que tout le monde s'assure non seulement que c'était bien une femme, en plus que c'était bien Jeanne d'Arc qui était brûlée. Et ensuite, le feu a été remis sur son corps pour cette fois-ci le faire disparaître. Au bout de cette deuxième crémation, qui en fait était la première crémation ayant touché au corps, au bout donc de ce deuxième feu, on va dire, ne restait en fait que ce qu'on appelle la brouille. C'est un terme de boucherie, ça correspond tout simplement aux viscères, aux mous, aux organes humides. Donc il restait encore les poumons, le cœur, il restait encore les intestins. D'ailleurs, ça a été pris à l'époque, et un tout petit peu plus tard, comme un fait assez miraculeux, le fait que le cœur de Jeanne d'Arc soit conservé au bout de cette crémation. Mais c'est un fait médical tout à fait normal. C'est un fait médico-légal, on va dire plutôt. Médico-légal, assez courant en effet. Quand on a des cadavres brûlés dans leur voiture d'une façon criminelle par exemple, je cite un cas de tête, assez souvent, oui, l'intérieur du thorax ou le ventre sont bien conservés. Parce que franchement, de vous à moi, il faut beaucoup d'applications pour brûler complètement un corps. Il faut vraiment y mettre du sien pour le brûler complètement. Il faut quand même 100 kilos de bois pour brûler un corps. Vous imaginez quand même ce qu'il faut. Mais les Anglais avaient ce travail à cœur déjà. Parce qu'ils voulaient répandre ces cendres dans la Seine, en fait. Ils voulaient surtout qu'il n'y ait rien du tout. Et si jamais il restait un tout petit peu, le jeter vraiment. C'était une histoire de sorcellerie, ça, en fait. C'était surtout pour que ça ne soit pas récupéré, qu'il ne puisse pas y avoir de reliques ou de restes historiques. Donc au bout de la deuxième crémation, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui restaient. Ils ont rajouté du soufre, de la chaux, de l'huile, et ils ont remis le feu dessus pour vraiment faire complètement tout disparaître. Donc il y avait quand même relativement peu de chances que les restes dits de Jeanne d'Arc, le bocal de Chinon, qui était conservé comme le nom l'indique à Chinon,
appartiennent vraiment à Jeanne d'Arc. Néanmoins, on a trouvé cette étude intéressante et on l'a menée comme on aurait mené une étude médico-légale classique. À part ces faits que vous venez de relater, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui vous troublaient avant même de commencer l'examen, qui vous faisaient dire il y a quand même assez peu de chances que ce soit ces restes, mis à part effectivement l'histoire de la crémation dont vous venez de parler? Il y avait une chose assez troublante, c'était d'abord le hiatus, puisqu'elle est morte en 1431 et ses reliques n'ont été connues qu'en 1865. Ils étaient dans un contenant du XVIIe, XVIIIe siècle, donc au moins entre 1431 et le XVIIe siècle, on ne savait pas du tout ce qu'étaient devenues ces reliques. D'autre part, la récupération des reliques était assez difficile. Alors, je parle de reliques, mais elle n'est devenue sainte qu'en 1909, et, enfin béatification 1909, canonisation 1920, je crois. Donc ce ne sont pas des reliques au XIXe siècle et encore moins au XVIIe, ce sont des restes historiques, on va dire. Mais on va les appeler reliques par commodité. C'était assez difficile à l'époque de récupérer les reliques parce qu'il y avait quand même, et ça sont les historiens qui nous le disent, tout un entourage de soldats anglais qui empêchaient complètement l'accès à ce bûcher. Donc bon, c'était relativement peu crédible, mais après tout, c'était dans le domaine du possible. Dernière chose qui nous a un petit peu choqué dès le début, c'était la présence d'un fémur de chat. On s'est demandé ce que faisait ce fémur de chat dans les restes présumés de Jeanne d'Arc, qui a priori était un individu humain, jusqu'à preuve du contraire. On a réfléchi, certains historiens nous ont dit qu'à l'époque on jetait notamment dans les bûchers des sorcières des chats noirs pour conjurer le sort, pour se moquer du diable, ce qui a été critiqué par d'autres historiens. Les historiens ne sont pas tous d'accord sur ce sujet. Bon, voilà, c'était une justification possible. Notre étude a montré que ce n'était pas le cas. Alors, vous êtes combien à travailler sur ce sujet? Enfin, vous êtes encore, hein, parce que ça n'est pas tout à fait terminé. Vous êtes une vingtaine, là aussi, à travailler, à peu près? Oui, on était 18 à travailler sur cette étude. Maintenant, l'étude est quasiment terminée. De quels restes vous disposez de la présumée Jeanne d'Arc, en fait? Éventuellement, on va peut-être les montrer, si vous voulez. Comme ça, je vais argumenter en même temps. Donc, voici les restes tels qu'ils sont présentés maintenant. À l'extrême droite de cette image, vous avez un petit bocal qui est cylindrique, qui est le bocal de Chinon. Bocal originel du XVIIe, XVIIIe siècle, qu'on va voir un petit peu après. D'accord. Voici ce bocal qui a été cassé par, je ne dirais pas par qui, peu importe, lors d'une exposition à Rouen. Et ce bocal est fermé en fait par une inscription manuscrite, un parchemin, daté de la fin du XVIIe, du début du XVIIIe. Et ce parchemin, c'est la photo d'après, porte une inscription qui est mieux lisible que ceci quand on l'observe en lumière infrarouge. Cette inscription nous dit « Reste trouvé sous le bûcher de Jeanne d'Arc, pucelle d'Orléans ». On sait maintenant que c'est un mensonge. Néanmoins, il y avait une petite précision historique qui était assez intéressante dans cette inscription. C'était le sous le bûcher. Parce qu'à l'époque, Jeanne d'Arc a été brûlée exactement comme M. Courgeon et moi-même, nous sommes présents sur cette estrade. Elle était surélevée par rapport à l'Assemblée. À nouveau, dans un but pratique. Vous savez, la paléopathologie et en histoire, ce qui prime, c'est toujours le côté pratique par rapport aux élucubrations. Elle était surmontée sur une estrade pour deux raisons. D'abord, être vue de loin. Il y avait un côté théâtral, on va dire, de cette crémation. D'autre part, le fait d'être sur une estrade avec un passage d'air en dessous favorisait l'appel d'air et donc favorisait la combustion. Donc c'est quand même l'esprit pratique qui prédomine. Donc sous le bûcher, pourquoi? Eh bien parce que, et ça on le voit couramment quand on a la chance d'aller à Bali ou en Inde ou dans l'Himalaya ou en Thaïlande, quand on assiste avec délectation à des crémations, on se rend compte en fait que les bûchers sont surélevés et qu'à travers les planches, généralement, des petits fragments osseux passent. Et ce sont ces fragments-là qui auraient pu, si l'histoire avait été belle et vraie, auraient pu être récupérés par un admirateur lors de la crémation de Jeanne d'Arc. Ici, vous avez des, entre guillemets, charbons de bois qui étaient dans cet ensemble. Leur étude élémentaire et leur étude microscopique a montré que ce n'étaient pas du tout des fragments de charbon de bois, mais que c'était des fragments de poix, POIX, poids qui participait en fait à l'embaumement d'un individu. On va revenir juste après. Voilà, ils ont été examinés à la loupe binoculaire. Vous allez voir à quoi ça correspond. Juste maintenant, voilà, vous avez un aspect qui n'est pas du tout celui d'un charbon de bois. Vous avez un aspect un petit peu louché en fait, qui correspond tout simplement à des coulures de pois. Des coulures. La poix, vous savez, c'est une sorte d'huile qui est un mélange d'huile végétale et d'huile animale, extrêmement dense, extrêmement solide, assez rapidement, qui donne vraiment cet aspect-là. Dans un autre bocal se trouvait un textile qui avait un aspect brûlé.
mais il n'avait de brûlé que l'aspect. Son examen au microscope électronique à balayage, c'est l'image qui est juste après, par un spécialiste qui s'appelle Christophe Moulera, a montré plusieurs choses. D'abord, c'est du lin, c'est un tissu de lin. Ce tissu est tout à fait compatible avec un tissu du XVe siècle. Alors, quand on a entendu ça, quand il nous a donné ce résultat-là, on s'est dit « Ah, c'est quand même un bon argument en faveur du fait que ça soit Jeanne d'Arc ». Mais bon, ça ne fait pas tout. Et en effet, la suite nous a montré que ça ne faisait vraiment pas tout. C'est un tissu qui n'est absolument pas brûlé. Vous voyez que les fibres sont extrêmement bien conservées, elles n'ont pas de fracture thermique, comme on observe couramment lorsque des individus comme vous et moi, on est brûlés dans diverses circonstances, avec nos vêtements en coton, en lin ou en polyester. Vous avez quelques impuretés en surface qui ont un aspect terreux, qui correspondent en fait à des sédiments qui ne sont pas des sédiments occidentaux. Vous avez aussi des cellules. Ici, vous avez une cellule cutanée qui est complètement incrustée dans ces impuretés, qui correspond à une cellule cutanée, soit humaine, soit animale, déposée au moment de la fabrication de ce tissu. Vous avez ici un grain d'amidon qui était présent, qui est cerclé, qui est vraiment déposé à la surface de cette cellule cutanée. On avait aussi un fragment de fémur de chat qui lui aussi présentait un aspect, un dépôt noirâtre, bitumeux à sa surface. C'est l'image que juste après. Vous voyez, c'est ce petit fémur de chat qui nous a posé pas mal de problèmes dès le début. Et vous voyez qu'entre l'os qui a cette couleur brun clair, à peu près la même couleur que la peau d'Agnès Sorel, mais ce sont des conservations complètement différentes. Donc entre la surface de cet os et la surface réelle, vous avez un dépôt noirâtre qui correspond à des résidus d'embaumement. Vous allez voir ensuite à la microscopie. Et on a testé quelque chose sur lequel je crois que vous aimeriez bien revenir. On va y revenir, mais j'aurais voulu qu'on y revienne plus tard peut-être, mais on peut en parlons maintenant. La paléopathologie des nez, c'est ça? Oui, la paléopathologie des nez. Ouais. En fait, on a testé une méthode. Les deux personnes sur la gauche sont les plus importantes. Vous avez à gauche monsieur Jean-Michel Durier, qui est le nez, c'est-à-dire celui qui synthétise et qui choisit les parfums chez Jean Patou. Au milieu, vous avez Sylvaine Delacourte, qui, elle, choisit et élabore les parfums, qui est le nez de Guerlain. Et ces deux personnes se sont prêtées à un jeu tout à fait scientifique et tout à fait sérieux, celui de respirer, en fait, des restes paléopathologiques. Y compris ceux d'Agnès Sorel. Y compris ceux d'Agnès Sorel, y compris ceux dits de Jeanne d'Arc. D'ailleurs, en ce moment, là, c'est la côte dite de Jeanne d'Arc qui est en train d'être respirée, tout simplement pour identifier éventuellement des odeurs correspondant au dernier stade de crémation, au dernier stade de fabrication de ces restes. Le but, parce que nous, je vous ai dit qu'on avait senti une odeur en fait lors de l'ouverture de la tombe, pardon, pas de la tombe, de l'urne funéraire d'Agnès Sorel, il fallait vraiment qu'on identifie d'une façon scientifique ces odeurs. Pour ça, il y a deux possibilités. Soit vous avez les nez chimiques, qui sont des nez technologiques, qui sont d'un abord difficile, d'un usage assez difficile aussi, soit vous avez des nez qui sont tout aussi scientifiques, mais qui sont humains cette fois-ci, et ce sont les organes, si je peux me permettre, de M. Durier et de Mme Delacourte, qui ont été extrêmement compatissants et qui ont senti un à un tous ces fragments. Et là, on a travaillé de la même façon que nous, on travaille en paléopathologie, c'est-à-dire qu'ils ont senti des objets sans savoir leur origine. Et chacun des deux, en plus, notait ses impressions sans les communiquer à l'autre. Donc c'était vraiment fait à l'aveugle. Ils ne savaient pas ce qu'ils respiraient. Ils ne savaient pas que c'était Jeanne d'Arc, en fait, ou vous présumez Jeanne d'Arc? Non, pas du tout. Ils voyaient que c'était une côte, ils voyaient qu'elle avait un aspect carbonisé, rubéfié, c'est tout. Ils ont senti cette odeur de crémation dont vous parlez? Alors ils ont senti l'odeur de crémation, ce qui est rassurant. Ouais. Ils ont senti aussi une odeur de plâtre brûlé. Et ça, franchement, macroscopiquement, ça n'était pas visible. Nous, par contre, un petit peu plus tard, à l'examen élémentaire, à l'examen toxicologique, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande quantité de calcium et de chaux qui étaient présentes dans cette gangue noirâtre de surface qui avait été portée à ébullition, d'où la sensation de ces deux génies, parce qu'il faut vraiment les appeler par... Ce sont des génies du nez, ce sont vraiment des gens extraordinaires. Donc là, vous avez Sylvaine Delacourte qui respire, elle aussi, qui respire elle aussi la côte de Jeanne d'Arc. Donc là, vous avez cette côte qui se présente sous la forme d'un petit arc d'une dizaine de centimètres de long à peu près, avec une gangue bitumeuse, une gangue noirâtre, vraiment ça a cet aspect bitumeux de surface, et l'os lui-même avait un aspect rubéfié. De loin,
et même de près, parce que sincèrement... Qu'est-ce que vous appelez rubéfié, pardon, excusez-moi. Rubéfié, je veux dire par là vitrifié par une haute température. D'accord. C'est la traduction de rubéfié. De loin, ça avait vraiment cet aspect brûlé. Franchement, si je vous montre cette image, j'espère qu'au moins la moitié de la salle dit « Oh oui, c'est tout à fait brûlé, ça a vraiment une tête brûlée. » Oui, ça a l'air brûlé, oui. Merci de dire oui. En réalité, quand on a examiné ceci au microscope, oui, donc là c'est un cas médico-légal de comparaison. Là vous avez un os, c'est un individu qui a été assassiné puis brûlé pour faire disparaître les traces, un crime donc, et vous avez un aspect qui est exactement comparable à celui que je vous ai montré, du moins j'espère que vous le trouvez exactement comparable avec cette substance bitumeuse noirâtre de surface. C'est tout simplement, ce sont tout simplement les muscles, la peau, la graisse qui ont fondu, qui ont cristallisé et qui se sont resolidifiés à la surface de l'os. Mais en fait, quand on a regardé ça au microscope, et ce sont ces images-là, on n'a absolument aucune brûlure sur les restes de Jeanne d'Arc. Ces restes n'ont pas du tout été portés à ébullition, ni ils n'ont été brûlés, ni ils n'ont été mis au feu. Ce sont des restes qui sont embaumés, en fait, et cette gangue noirâtre de surface correspond tout simplement à des restes végétaux et à des restes animaux, à des restes minéraux aussi, qui ont été broyés, qui ont été, eux, par contre, brûlés, portés à ébullition, mêlés de bitume et déposés à la surface corporelle. Donc, c'est pas Jeanne d'Arc. Donc, c'est vraiment pas Jeanne d'Arc. Ouais. Maintenant, c'est sûr, vous pouvez l'affirmer. Il y a d'autres examens qui sont en cours encore. D'autres examens sont en cours. Vous poursuivez alors que vous êtes quasiment sûr que ça n'est pas... On voudrait en fait connaître l'origine géographique de ces restes bitumeux. Ouais. D'où vient l'imposture en fait. Voilà. Il y a encore d'autres images justement pour vous montrer l'origine de ces restes. On voudrait être sûr et prouver. Vous voyez, on trouve des cristaux dont on voudrait connaître l'origine géographique. Vous allez voir dans les images d'après. On trouve aussi des restes végétaux dont on aimerait avoir un typage exact d'espèces. Une cellule cutanée, à nouveau. Des restes végétaux encore, des restes botaniques dans cette substance bitumeuse. Et ce que vous voyez, ces restes, ils ont plusieurs millions d'années. Rassurez-vous, ce n'est pas un os qui a plusieurs millions d'années. Par contre, ce sont des restes de bitume, et ces restes, eh bien, ce sont tout simplement des plantes fossiles. C'est du pétrole qui affleure, tel qu'on en voit dans le Fayoum en Égypte, tel qu'on en voit aussi dans la région de l'Irak. Ce sont des nappes en fait de pétrole qui affleurent et qui étaient utilisées dans l'Antiquité, soit gréco-romaine, soit égyptienne, pour l'embaumement des momies égyptiennes. Et voilà exactement ce que vous avez devant les yeux. Ce sont des restes d'un produit d'embaumement d'origine égyptienne. Ici, vous avez un poil de chien, qui lui n'est pas un fragment, c'est pas un fossile de chien, mais on sait que certains poils et certains téguments ont été utilisés aussi dans les embaumements, et puis n'importe quel chien qui passe peut laisser un poil, donc c'est absolument pas discriminant. On a aussi des sels de cuivre, parce qu'on sait que la malachite réduite en poudre était utilisée comme antiseptique et participait aussi de la fabrication des momies égyptiennes. On a aussi des fragments minéraux, notamment des sels de quartz, des sels de silice aussi, c'est la même chose, qui était utilisée dans cette fabrication et dans la substance bitumeuse. Donc tous ces arguments, ajoutés en plus au carbone 14, à la détermination de l'âge de ces restes qui nous a donné quelque chose entre le 7e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, donc absolument pas du tout compatible avec Jeanne d'Arc évidemment, tous ces arguments nous font croire que c'était les restes d'une momie égyptienne. Vous vous souvenez du moment où effectivement vous avez tous recoupé, comme vous nous l'expliquez, vous avez fait cette réunion tous ensemble, vous avez recoupé finalement vos informations, où vous êtes tous conclus ensemble que ça n'était pas les restes de Jeanne d'Arc. C'est quel sentiment à ce moment-là? C'est une frustration, une déception Eh ben non, désolé, mais paradoxalement non. Paradoxalement non, parce que si on avait montré que c'était Jeanne d'Arc, bon, ok, voilà, c'est Jeanne d'Arc, point. Donc, bon, on n'a pas avancé. Scientifiquement, d'accord, c'était intéressant, on avait une bonne méthodologie, mais sans plus. Là, par contre, on avait quelque chose qui n'est pas Jeanne d'Arc et quelque chose qu'il faut faire parler pour savoir son origine. Donc, pardon, mais c'était paradoxalement plus intéressant d'étudier une fausse relique plutôt que d'étudier une vraie relique. Vous savez, il y avait des faiseurs de fausses reliques au XVIIe siècle, au XVe siècle. Donc là, ce n'est pas une relique, à nouveau, j'insiste, c'était des restes historiques, mais c'était intéressant de savoir dans quel contexte et quel substrat avait pu être utilisé pour les fabriquer. Alors là, en l'occurrence, pourquoi une momie égyptienne? Parce que franchement, a priori, on aurait tendance à croire que ça ne court pas les rues, ni au XVe siècle, ni au XVIIe, XVIIIe siècle. Que nenni. En fait, dans la pharmacopée, à l'époque médiévale déjà, et même à une époque plus tardive, au XVIIe, XVIIIe siècle, les apothicaires et les médecins utilisaient en fait de la poudre de momie
extraites d'une façon quasiment industrielle en Égypte, mais aussi des momies occidentales, par exemple les momies gallo-romaines ou les momies d'Europe du Nord, retrouvées dans les tourbières. Tout ceci était réduit en poudre ou en gros fragments, utilisés ensuite par voie buccale pour traiter les aigreurs d'estomac, les céphalées ou d'autres maladies. François Ier, le bon François Ier, avait toujours autour du cou une petite besace avec à l'intérieur de la poudre de momie à prendre en cas de désagréments intestinaux ou autres. D'ailleurs, Ambroise Paré s'est moqué de tout ceci quand il a fait son discours de la licorne et de la momie, où il se moque justement de l'utilisation de la poudre d'homme pour traiter les hommes. Et il dit d'ailleurs, comble de l'horreur, ces hommes en plus sont morts, et vous utilisez de la poudre de mort pour vous traiter. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas un produit. C'est un produit de luxe, évidemment, c'est pas à la portée de toutes les bourses, mais c'est un produit malgré tout accessible. Pour essayer de mesurer un peu les progrès de la science, il y a, on va dire 20-30 ans, est-ce que vous auriez pu faire la démonstration que vous venez de nous faire ici? Non, absolument pas. Il y a combien de temps vous pouvez 5 ans, 10 ans? Une dizaine d'années à peu près. Non, là, il y a énormément de progrès dans le domaine de la microscopie et surtout dans le domaine du dosage élémentaire et de la toxicologie. Heureusement, je travaille avec un toxicologue qui est un expert national là-dessus, c'est Joël Poupon, qui est vraiment au fait des dernières avancées. Et on est d'un opportunisme ravageur là-dessus, parce que dès qu'il y a une avancée technique, dès qu'il y a un nouveau matériel qui sort, on le teste immédiatement sur des squelettes ou des momies. Est-ce que vos yeux sont le premier instrument avant même la technologie de pointe? Dans l'ordre, théoriquement, ce sont les yeux, ensuite le cerveau, quand il est en forme, et ensuite, c'est la technologie. Vous vous fiez d'abord à votre regard, à votre sensation, votre impression? Oui, on est obligé. On est clinicien, vous savez, on est médecin. Et professeur Mathieu Chansky, qui m'a enseigné énormément de clinique, me disait, vous savez, vous avez toute votre médecine dans votre main. Avec la main, vous touchez, avec les yeux, vous voyez, vous avez vos organes avant l'odorat, toute la technologie. Oui, l'odorat. Bon, le goût aussi, mais c'est accidentel. Donc voilà, tout ce genre de choses, on l'utilise vraiment au maximum en paléopathologie. Est-ce que le principal problème, parce qu'on voit les manipulations, vous êtes une vingtaine à travailler sur les restes, par exemple, d'Agnès Sorel, est-ce que le principal risque, c'est pas la contamination des échantillons? Parce que chacun y met finalement un peu de son ADN sur les échantillons. Comment vous évitez ça? Il y a deux écueils, et vous avez entièrement raison, à éviter. D'une part, la perturbation des restes et la contamination par notre ADN, mais pas que l'ADN. Vous avez aussi votre sueur ou votre salive, ou votre sang, quand vous vous coupez ou vous blessez. Tout ceci tombe en fait sur les ossements ou sur les momies et peut fausser les dosages élémentaires. Donc il y a toutes les sécrétions, rassurez-vous, pas toutes, peuvent complètement fausser les dosages. L'autre chose aussi, c'est la fragmentation des restes. À force de manipulation intempestive, on finit par fragmenter, par abîmer, puis même on fait aussi des prélèvements. Donc on fragmente de plus en plus, alors qu'on devrait fragmenter de moins en moins nos échantillons, nos fragments à analyser. C'est pour ça qu'avec les progrès de la science, on arrive maintenant à faire des analyses sans abîmer les prélèvements. Par exemple, quand on fait des dosages au microscope électronique à balayage, on ne détruit qu'une couche d'un atome à la surface du prélèvement. Autrement dit, rien de perceptible à la vue. Et ça autorise énormément d'études ultérieures. Que sont devenus les restes d'Agnès Sorel? Je ne vous ai pas posé la question, d'ailleurs, ils sont où désormais? Eh bien, nous les avons rendus intégralement, ce qui change par rapport aux générations précédentes. On les a rendus intégralement au Conseil général d'Indre-et-Loire. Ils sont enterrés maintenant, suivant la volonté d'Agnès Sorel, dans les collégiales Saint-Ours et non plus dans le logis royal. Donc ils sont passés du Conseil général à la municipalité de Loches. C'est intéressant, je vous conseille aussi le livre, parce que si vous voyagez beaucoup, il y a un guide touristique un peu, en quelque sorte, de la paléopathologie. Vous avez tout vérifié sur place, j'imagine? Tous les pays, y compris en France. Hein. Je ne sais pas si dans la région il y a des choses. Ici, en Pays de la Loire. Vous avez Font-de-Vaux, vous avez l'abbaye de Font-de-Vaux, vous avez de magnifiques gisants. Malheureusement, ils ne surmontent plus que de la terre, il n'y a plus de reste en dessous. Et puis, dans la région, vous avez énormément de choses intéressantes, mais beaucoup moins que ce qu'il y avait avant 1793, puisque nos chers révolutionnaires nous ont privés d'énormément de plaisir paléopathologique, puisqu'ils ont jeté énormément de corps à l'intérieur, qui étaient initialement à l'intérieur de cercueils. Ils voulaient absolument récupérer le plomb des cercueils pour couler des balles, et du coup ils ont jeté le contenant. Tous ces corps qui étaient momifiés de l'époque médiévale ou moderne sont devenus maintenant des poussières.
On aurait pu parler aussi d'encore beaucoup d'autres choses, notamment vous parlez des phénomènes mystérieux qui sont attribués au vampirisme. On constate sur les cadavres les veines gonflées, le sang qui sort de la bouche. Vous expliquez tout ça, parce qu'à l'époque c'était pris pour du vampirisme, et vous expliquez ça de manière très médico-légale, comme vous disiez tout à l'heure. Donc je vous conseille aussi la lecture de ce livre. Pour tous les autres exemples, on a parlé de 2 principaux. Est-ce que vous avez des questions pour Philippe Charlier? N'hésitez pas. Ça fait mine de rien 1h15 que vous parlez. Hein. Je vous laisse un peu respirer. J'ai encore quelques questions pour vous, mais je voudrais donner la parole un peu à la salle. Oui, je vous en prie. Monsieur, merci de poser la question, la première. Ça marche, ah oui? Ça marche, oui. Sous quelle forme le mercure était administré à l'époque d'Agnès Sorel? On ne donnait pas du mercure comme ça, c'était sous une forme chimique quelconque, non? Ce qu'on appelle le calomel maintenant, non? Du chlorure mercurique ou... Alors, je ne vous vois pas, mais je réponds juste en face. Question. Juste en face, d'accord. Vous avez entendu ce que j'ai demandé? Oui, oui, merci. Je vous vois. Non, je vous ai pas vu, mais j'ai compris. En fait, le mercure était donné sous la forme de mercure liquide. Alors, la recette est la suivante. Vous ouvrez votre thermomètre. Notez. Hein. Je veux un pourcentage sur les héritages, merci. Donc, non, très sérieusement, vous cassez votre thermomètre, vous prenez le mercure liquide tel qu'il affleure simplement, ou sinon vous prenez du calomel donc sous sa forme minérale, et vous le diluez tout simplement dans non seulement de la farine, mais en plus de la mie de pain. Vous frottez ceci ensuite, après avoir mis des gants, bien évidemment, entre votre pouce et votre index, vous faites une sorte de grosse pilule. Je ne sais pas si vous avez déjà pris de l'Augmentin comme antibiotique, mais vous réalisez une pilule qui est à peu près cette taille-là. C'est assez gros, difficile à passer, mais c'est vraiment sous la forme d'une pilule, en fait, qui était ingurgité le mercure à cette époque. Merci, docteur. Voilà, monsieur. D'autres questions ? Personne d'autre qui veut tuer quelqu'un? Non. Il y aura des consultations juste après. Merci tout au fond de la salle. Merci de vous lever pour qu'on puisse effectivement vous voir. Vous voyez? Merci. C'est bon. Voilà. Monsieur, je vous en prie. À propos du linceul de Turin que vous n'avez sans doute pas étudié, heureusement non. Peut-on savoir si il est vrai ou pas vrai? Pardon de vous décevoir par avance, monsieur, mais je ne pourrais pas répondre à cette question, n'ayant pas été expert sur ce cas. Voilà, c'est un cas qui est un cas d'école, à la fois en paléopathologie et aussi en médecine légale, qui sert d'exemple d'études mal faites, parce que les laboratoires ne travaillent pas sur les mêmes prélèvements, les laboratoires ne travaillent pas à l'aveugle. Il y a énormément de problèmes sur le cas du linceul de Turin. On pourrait citer aussi un linceul qui est un petit peu plus proche de nous, qui est à 2h30 de route à peu près, c'est celui de la Sainte-Unique d'Argenteuil, dans le nord-ouest de Paris. C'est l'équivalent du caleçon du Christ en pratique, qui lui aussi est l'objet d'énormément de controverses quant à son authenticité. Vous avez aussi le linge d'Oviedo, je crois, la vraie face d'Oviedo qui est en Espagne. Donc vous avez pas mal de restes de fausses, a priori, reliques attribuées au Christ, dont l'étude pose énormément de problèmes. Pardon, je ne peux pas répondre à votre question, je ne l'ai pas étudiée. Quand vous vous promenez aujourd'hui au milieu des ruines, parce que vous voyagez beaucoup, hein, même pendant vos vacances, finalement, vous travaillez, mais c'est du plaisir. Est-ce que vous pensez, alors nous on y pense évidemment quand on y est, mais vous sans doute plus, à ceux qui y ont vécu? Est-ce que vous vous entendez, est-ce que vous les imaginez vivre? Alors sans faire de sentimentalisme primaire, oui. Quand je vais sur les chantiers de fouilles archéologiques, quand je vais à Pompéi, à Rome, à Athènes ou n'importe où, l'avantage d'avoir étudié directement les squelettes ou d'avoir lu les publications de mes collègues, tout ceci permet vraiment de comprendre les souffrances, les affres de la vie quotidienne, les difficultés d'alimentation, d'accouchement. Ça vous met vraiment à la fois de la vie et de la souffrance. Et, enfin, ça remplit tout simplement les ruines. C'est vraiment l'avantage de cette science. C'est pour ça que j'aimerais
si je, humblement à travers ce livre et d'autres éventuellement, permettre aussi aux gens d'avoir cette sensation de combler les ruines, de les rendre vivantes. Se promener à Pompéi en sachant que voilà, les prostituées du Lupanar avaient tel genre de maladie sexuellement transmissible qui était cause de leur décès relativement précoce. Savoir que quand on passe dans la maison d'à côté, qui est celle d'un Foulon, lui, il avait une intoxication parce qu'il réalisait telle teinture et donc il mourait lui aussi assez précocement dans telle ou telle souffrance. Dans la maison d'à côté, il y avait un boulanger qui, lui, avait tel ou tel problème de santé. Il avait les poumons complètement gâtés par les poussières et également les dents. Il était complètement édenté à 30 ans parce qu'à cause du sucre et de la poussière qui était ambiante, ça lui donnait des caries tellement importantes que toutes ses dents tombaient avant la quarantaine. Voilà, le but, c'est vraiment de comprendre la vie quotidienne de ces gens par le petit bout de la lorgnette, par le petit bout médical de leur vie. Il y a d'ailleurs tout un chapitre où vous expliquez comment l'urbanisation aussi a pu influer sur les maladies à certaines époques. C'est vraiment très passionnant. Alors vous travaillez sur les squelettes, sur les cadavres. Rassurez-nous, est-ce que vous arrivez quand même à vous attacher aux vivants? Ah, mais j'ai une passion réelle pour les vivants. Pour les bientôt morts. Je vous taquine bien sûr, parce que je sais que vous continuez à... Ai-je besoin de le préciser? Vous faites des gardes toujours de nuit. Pour quelles raisons, justement? Est-ce que c'est un rapport aussi avec le travail pas forcément très drôle que vous faites le matin quand vous examinez des cadavres? Mon but, quand je fais des gardes, que ce soit aux urgences médicales ou en médecine légale, n'est pas de voir le patient vivant avant de l'autopsier le lendemain. C'est pas ça le but. Oui, le but, j'imagine. J'espère pour eux. Allez à Garches. Hein. Le but est vraiment autre. Non, en fait, en médecine, quand on fait médecine, même quand on est attiré énormément par l'archéologie, quand on fait ça dans un but archéologique ou historique, le problème, c'est qu'en médecine, on y prend goût. S'il y a des médecins dans la salle, ils ne vont pas me démentir quand je leur dis que l'intensité de relation qui s'établit entre le médecin et son patient, cette intimité, elle est tellement débordante et fascinante qu'on ne peut pas ensuite se passer de ce lien avec le patient. Qui tient à la paternité, qui tient énormément à des relations qui sont extrêmement intimes et très enrichissantes. Donc voilà, le problème c'est au fur et à mesure de mon externat et ensuite de mon internat, j'ai pris goût au patient vivant, lui aussi, et maintenant voilà, c'est quelque chose à laquelle je ne pourrais pas me passer. Une dernière question, est-ce que l'étude des ossements que vous réalisez peut aider à sauver les vivants? Merci pour cette question. Oui. Oui. Ouais. Ce n'est pas qu'une curiosité, ce n'est pas qu'un plaisir absolument pas morbide de toute façon, mais un plaisir culturel, on va dire. En fait, toutes ces recherches, je vous ai dit, sont utiles pour établir des protocoles de médecine légale. Donc là, on est d'accord, c'est utile pour les morts récents. Mais c'est aussi utile pour vous tous vivants, parce que ça nous permet de connaître comment apparaissent les maladies, comment elles évoluent les unes par rapport aux autres, comment elles migrent, comment elles disparaissent, comment elles sont influencées par l'environnement, par les animaux, par les autres agents infectieux, par l'ensoleillement, par l'accoutrement, enfin l'habillage plutôt, tout ce genre de choses. Et donc ça nous permet de comprendre comment évoluent les maladies. Ça nous permet aussi de prévoir l'évolution des maladies actuelles. Par exemple, l'étude de la peste, de la lèpre, de la syphilis, de la tuberculose à l'époque médiévale et à l'époque moderne nous a permis de donner et d'avoir des schémas d'évolution des maladies qui sont maintenant appliqués en épidémiologie pour le VIH, pour la tuberculose à nouveau, pour la syphilis, pour la grippe aviaire et d'autres maladies auxquelles j'espère on va échapper. Donc voilà, ça donne des schémas directeurs, comme une cartographie des maladies à la surface du globe, où les maladies, un petit peu comme des pays, s'interpénètrent, se chassent l'une et l'autre au fur et à mesure des années. Ce qu'on appelle une cartographie nosologique. Tout ceci évolue au fur et à mesure du temps, et voilà, tous ces schémas sont ensuite utilisés par les épidémiologistes pour les maladies actuelles et malheureusement pour les maladies futures. Merci, ce sera le mot de la fin. En vous remerciant sincèrement d'être venu aujourd'hui, c'était passionnant.